Bonjour à tous et bienvenue dans Master Mag, le magazine présenté par les Master 1 de journalisme de l'Université catholique de Lille. Je suis avec Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Cyril. Alors de quoi on va parler aujourd'hui ? Alors au programme aujourd'hui, Rémi viendra nous parler de la journée internationale du droit des femmes. L'handibasket, une discipline sous-médiatisée, sera présentée par Charlie. Et enfin, Valentin nous en éclairera sur le festival Haut les Livres. Mais tout de suite, un reportage sur les ordonnances Macron et leurs impacts sur les comités d'entreprise. En février dernier se tenait le salon du comité d'entreprise à Lille, Grand Palais. Ce salon permet au comité d'avoir accès à différents services, mais à l'heure des ordonnances Macron, la donne a changé pour les comités d'entreprise qui vont voir leur fonctionnement complètement chamboulé. C'est un regroupement des trois institutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les entreprises, vous avez trois institutions, trois formes d'élus, l'EDP d'un côté, le CE d'un autre et enfin les membres du CH. Ces trois choses-là vont être regroupées en une seule institution, donc un seul élu, ou un groupe d'élus en tout cas, qui va faire les trois. C'est-à-dire que demain, l'élu ne pourra plus dire « moi je ne veux faire que du DP, que du CE ». Je veux m'occuper que des activités sociales et culturelles. Non, il sera obligé d'être à la fois DP, CE et CHSCT. Des changements qui vont être lourds en conséquence pour les comités et les élus qui vont devoir gérer des missions totalement différentes, le tout avec un taux horaire réduit. Ça va être vraiment un fonctionnement complètement différent pour les élus qui vont vraiment se retrouver avec beaucoup plus de boulot, moins de moyens, plus de difficultés à organiser les choses. Puisque organiser à la fois des activités sociales et à la fois une enquête sur un accident du travail où on peut avoir un de ses collègues qui est peut-être décédé, ça n'a rien à voir, c'est le même élu quand même. En plus, on y rajoute le fait qu'on va pouvoir faire que 3 mandats consécutifs, ce qui veut dire qu'au bout de 12 ans maximum, l'élu qui est bien, qui est au top, qui est formé, qui connaît enfin son job, je ne vais pas dire métier, c'est pas un métier, mais lui, tu n'as plus le droit de te présenter. Ça veut donc dire qu'on va remettre un nouveau qui n'y connaît rien. Que du bonheur pour l'employeur. Heureusement, certaines entreprises comme Le Rebond proposent des solutions pour aider les comités d'entreprise à mener à bien leur mission et à accompagner les salariés dans un cadre social. Dans le cadre des ordonnances Macron, certains CE nous ont contactés pour nous informer qu'avec ce changement et certains impacts sur le plus de responsabilités et moins d'heures, avoir une mission sociale devient de plus en plus complexe. Ces ordonnances n'ont pas fini de faire parler d'elles et le risque majeur est qu'elles dégradent le niveau de bien-être des salariés au sein de leur entreprise. Aujourd'hui, ce sont 200 000 représentants du personnel sur la sellette, une espèce en voie de disparition. Armand nous a rejoint. Bonjour Armand. Bonjour à vous. Alors l'intervenant du reportage nous parle de l'union du DP, CE et CHSCP. Quelles sont ces instances ? En fait, les instances, donc les DP sont les délégués du personnel. Alors, ce sont eux qui représentent les salariés auprès de l'employeur. Ils transmettent les revendications individuelles et collectives. Jusque-là, ils étaient élus tous les 4 ans. Et ils étaient bien distincts donc du CE. Le CE, c'est le comité d'entreprise qui se réunit une fois par mois ou tous les 2 mois de façon extraordinaire. En fait, le comité d'entreprise, c'est celui qui gère les activités sociales et culturelles et qui dispose de moyens matériels et financiers pour proposer des activités telles que les places de foot, les restos, les séminaires. Voilà, ça c'est géré par le comité d'entreprise. Et il reste le CHSCT, c'est un peu moins connu, c'est le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Et eux, par exemple, leur mission, c'est d'associer le personnel aux actions de prévention des risques professionnels et d'améliorer donc les conditions de travail. Et ils sont désignés par les élus du personnel. Et en fait, le fait que ces instances se regroupent, ça pose le problème de la pluralité des missions pour justement un élu qui fera ces 3 missions, donc qui sera peut-être moins concentré sur l'une d'entre elles justement. Et donc on a vu dans le reportage que des entreprises comme Le Rebond se créent. Mais quel est son rôle et en quoi elle peut aider les comités d'entreprise ? Alors Le Rebond, ça a été donc créé par Joanne Potier, comme on l'a vu. C'est une entreprise qui aide, que ce soit un salarié, même un particulier, mais nous on va plutôt s'occuper des salariés, une personne qui est dans une séparation amoureuse. Et en fait, cette entreprise permet de l'aider dans les démarches notamment c'est une entreprise qui est proposée auprès des CE. Et sans le vouloir, en fait, il a créé cette entreprise. Et finalement, avec ces ordonnances Macron, ça permet de proposer des missions sociales autres que le CE. Donc peut-être à l'avenir, d'autres entreprises vont se créer pour justement combler ce manque créé par ces nouveaux CE. Et donc, le rebond, c'est aussi bien pour les particuliers, mais surtout pour les entreprises, c'est ça ? Exactement. Voilà, c'est ça. Ça peut être pour les deux.
Très bien. Merci beaucoup Armand d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et s'il y a bien un autre combat qui est cher à Emmanuel Macron, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Tout de suite, un reportage sur la journée internationale des droits de la femme. Ce jeudi 8 mars, comme chaque année, les femmes sont à l'honneur. De nombreux événements sont organisés à travers toute la métropole lilloise. À l'université de Lille 3, des associations ont proposé aux étudiants des activités et projets en lien avec les droits des femmes. L'association Lille sans relou a mis en place un mur de la honte où les femmes peuvent raconter des scènes de harcèlement qu'elles ont vécues et c'est toujours plus ou moins le même scénario. Des réflexions sur la tenue, sur le corps et des références à la sexualité. Voilà, c'est toujours une manière de faire comprendre aux femmes qu'elles ne peuvent pas disposer de leur corps comme elles veulent. En France, les inégalités entre hommes et femmes se retrouvent dans tous les domaines. C'est ce qu'observe l'association Takoda, également présente dans l'enceinte villeneuvoise. On a réussi à lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes et aujourd'hui tout le monde est beaucoup plus consciencieux par rapport aux différences qui existent entre les hommes et les femmes. Et par exemple aujourd'hui il y a les femmes députées à la France et les pourcentages est 48% en 2012. Donc on a travaillé beaucoup pour arriver là-bas. Mais en fait, aujourd'hui encore, c'est dommage qu'il y ait un chiffre très étonnant, que c'est le décalage entre les salaires hommes-femmes. Et maintenant, les pourcentages qu'il y avait différents entre les hommes et les femmes par rapport aux salaires, c'est 24%. Ça veut dire qu'on travaille 2 mois et demi sans salaire si on fait la comparaison entre les hommes. Depuis quelques années, des efforts sont faits pour réduire les inégalités, mais le chemin semble encore long. Déjà l'égalité salariale, le fait que les hommes s'occupent plus régulièrement des enfants qu'ils ne le font aujourd'hui et que les lois les aident et les incitent à le faire. Par exemple, que le congé maternité soit partagé, on pourrait dire. Je pense aussi qu'il faut faire bouger les choses à l'intérieur des têtes, peut-être autant à l'intérieur des têtes des femmes que des têtes des hommes. Je pense premièrement l'égalité des salaires. Je pense qu'il y a des bonnes choses qui se font, mais on remarque ces dernières années que ça stagne et je pense que ça c'est une des choses principales au moins sur le marché du travail. Je pense qu'il y a des grosses inégalités encore qui se voient et qui doivent être changées. Donc ça, je pense, c'est une des causes pour lesquelles j'aimerais que ça change ou du moins que ça évolue. Après, il y a toujours dans les textes, bien sûr, le congé paternité, c'est des congés maternité, c'est des choses qui sont plus rentrées dans les mœurs. Après, dans la pratique, c'est encore une cause, c'est encore un des faits pour lesquels, il y a encore beaucoup de discrimination par rapport au congé maternité, ouais. Le gouvernement lutte de plus en plus contre le harcèlement des femmes. L'âge du consentement sexuel va peut-être être fixé à 15 ans grâce à un projet de loi de Marlène Schiappa, ministre de l'Égalité. Rémi est avec nous. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors, on apprend que la France est actuellement 12e au classement des pays les plus préoccupés par le droit des femmes. Et donc, qu'en est-il des autres pays ? Alors effectivement, il y a eu le World Economic Forum qui a publié un rapport par rapport aux pays selon les inégalités hommes-femmes. Donc la France est en 12e position. Les premiers pays sont les pays nordiques, donc Finlande, Suède, Norvège, ainsi que les Pays-Bas et la Belgique. En fin de classement, on retrouve des pays d'Afrique ou de Moyen-Orient où les femmes n'ont quasiment aucun droit. Et par rapport à des pays un peu plus proches de nous, l'intervenante de l'association Takoda nous parlait qu'en Espagne, il y a encore beaucoup de travail à faire, bien plus qu'en France, parce qu'il n'y a quasiment pas de conscience sur le fait que les inégalités hommes-femmes sont importantes. Et d'accord. Et qu'est-ce qui est pris en compte justement dans ce classement pour juger cette inégalité dans le pays ? Un peu de tout, le travail, les salaires, suppose, oui. Aussi au niveau des droits, bien évidemment. Et la richesse aussi des femmes.
Et pour en revenir justement à cette journée des droits de la femme, est-ce qu'avec des affaires comme l'affaire Weinstein et l'apparition du hashtag Balance ton port, est-ce que quelque part elle n'est pas encore plus symbolique cette année que... Si, justement, avec ce hashtag, on a bien vu la parole se libérer avec les actrices, mais aussi avec les personnes lambda, parce que justement, avec le mur de la honte qui était exposé à l'île 3, on voyait que les femmes ou les jeunes filles n'hésitaient pas à balancer les affaires qu'elles ont vues, qu'elles ont vécues ou elles ont entendu parler. Et il y avait des témoignages qui étaient assez forts, des mots assez violents pour décrire les situations. Et parfois, il suffit de 2 mots et qui veulent tout dire pour ces inégalités. Très bien, merci beaucoup Rémi d'avoir répondu à nos questions et d'être venu sur ce plateau. Et il y a un autre sujet qui fait l'actualité en ce moment, c'est les Jeux paralympiques, et on regarde tout de suite un reportage sur le handi-basket. Après les Jeux olympiques d'hiver, place aux Jeux paralympiques. Les compétitions ont commencé vendredi dernier, l'occasion de revenir sur l'éternel débat. Pourquoi une sous-médiatisation des Jeux paralympiques ? Pour rappel, en France, 40 millions de téléspectateurs étaient devant leur écran pour les JO de Rio, contre 13 millions pour les Paralympiques en 2016. Si l'intérêt de cette compétition ne cesse de grandir, elle ne rattrape cependant pas les Jeux Olympiques en termes d'audience. À Lille, la question du handisport est l'affaire de tous. Au club handi-basket de Lille, en situation de handicap ou non, le panier à viser est le même. Leur entraîneur a un avis sur la question. On a encore énormément de retard par rapport au monde valide. Je pense qu'il y a quand même eu un changement de mentalité sur le handicap. On voit de plus en plus de médias s'intéresser au handicap. Donc on part de tellement loin que... Mais je pense qu'il y a quand même une amélioration par rapport justement entre les valides et les athlètes paralympiques. Des évolutions notables auprès du grand public et une reconnaissance que les athlètes approuvent. Beaucoup d'espoir pour les JO de 2024, des idées émergent dans le milieu. Justement, pour penser un peu à ces Jeux paralympiques à Paris en 2024, on s'est posé des questions avec le président sur l'âge de l'équipe, comment renouveler un peu des cadres de l'équipe qui sont malgré tout vieillissants. Donc on s'est lancé dans l'aventure des jeunes. Chose à ne pas ignorer, la France a un sérieux retard face à des pays comme la Belgique ou la Finlande qui ont avancé sur la question depuis déjà plusieurs années. Je pense qu'en masculin, il y a eu un renouveau là depuis 2-3 ans. Par contre, en équipe féminine, c'est quand même des joueuses qui sont en équipe nationale depuis bien une dizaine d'années. Et c'est la particularité peut-être entre le basket valide ou le sport valide et le sport pour le handisport, c'est l'âge au sein des groupes. Bientôt des compétitions mixtes ? En tout cas, les mentalités évoluent doucement mais sûrement. Depuis une dizaine d'années, c'est possible. Dans beaucoup de pays d'Europe, il y a quelques pays où c'est pas possible. C'est vraiment réservé aux personnes handi. Maintenant, dans le handicap, il y a des choses qui se voient ou il y a des choses qui se voient beaucoup moins. Du côté du grand public, on tente d'expliquer les raisons de cette sous-médiatisation regrettable, de quoi donner des idées aux institutions sportives. Alors ça va être dur ce que je vais dire et je suis absolument pas d'accord avec ce que je vais dire moi au niveau de mon point de vue, mais je pense tout simplement parce que ça fait pas vendre. Je pense que c'est un manque de l'argent qu'investissent les sponsors. Il y a un seul sportif paralympique que je connais, c'est Oscar Pistorius, qui avait été sponsorisé par Nike et il avait pu participer aux Jeux Olympiques malgré son handicap. Donc je pense que c'est juste un manque de moyens et de mise en avant des sponsors. Le mois dernier, à Pyeongchang, la France a comptabilisé 15 médailles, égalant le record de Sochi en 2014. Nos champions paralympiques espèrent en tenir davantage, voire plus. Nous sommes avec Charlie. Charlie, bonjour. Bonjour. Alors, les Jeux paralympiques ont lieu en ce moment à Pyeongchang, les JO d'hiver. Et est-ce que justement ces Jeux ont un impact sur la médiatisation du handisport et du handibasket ? Eh bien oui, puisqu'on enregistre de plus en plus de licenciés, et notamment au handibasket de Lille, où il y a des internationaux qui viennent et qui jouent dans les équipes de d'autres pays, ou même des Français qui jouent dans cette équipe pour l'équipe nationale. Et donc ces sportifs donnent envie
aux licenciés de s'inscrire, ou même Oscar Pistorius, avant qu'il y ait eu l'affaire, qui était vu comme un, je vais pas dire un héros, mais comme un symbole de ce paralympisme. Et justement, il y a quand même une évolution des licenciés dans le handisport, donc il y en a de plus en plus, ça se démocratise quand même, c'est ça. Ouais. Il y en a dans d'autres pays, comme il l'a dit, il y a la Belgique ou d'autres pays qu'il a cités, mais on a un peu de retard par rapport à ces pays. D'accord. Et justement, est-ce que ce club de Lille, Handi Basket, est-ce qu'ils ont des retombées en termes de licenciés, je suppose, mais ils ont peut-être aussi des retombées économiques, etc., suite à la médiatisation? Alors que oui, comme d'autres clubs, ils ont des subventions afin de subvenir à leurs besoins, mais leur entraîneur nous a confié qu'il y a de plus en plus d'inscrits dans le club, et comme ils ont un souci de renouveler l'équipe, d'avoir une équipe un peu plus jeune, parce que comme il a dit, il y a les hommes, il y a de plus en plus de jeunes qui viennent s'inscrire, mais les femmes vont un peu renouveler, puisque ça fait 10 ans qu'elles sont là. Et donc ils ont vraiment ce souci de promouvoir le handi basket pour attirer de plus en plus de jeunes. Et puis le fait que ce soit un peu plus vu à la télé avec des chaînes dont je ne vais pas dire le nom, qui diffusent de plus en plus le paralympisme, ça donne envie à toutes ces personnes de s'inscrire. Très bien, merci beaucoup Charlie d'avoir répondu à nos questions. Et on reste dans la région avec un reportage sur le festival Haut les Livres. Du 1er au 31 mars a lieu le plus grand festival littéraire des Hauts-de-France, Haut les Livres. L'occasion pour les éditeurs régionaux de s'inviter dans les librairies indépendantes et les médiathèques de la Picardie au Nord-Pas-de-Calais. Haut les Livres, donc c'est la 6e édition de ce festival. C'est le rapprochement réel qui s'est effectué depuis plusieurs années entre les éditeurs et les libraires, entre les éditeurs et les médiathèques. Et c'est en quelque sorte l'incarnation de ce rapprochement. C'est-à-dire que sur tout le territoire des Hauts-de-France, des tandems éditeurs-libraires, des tandems éditeurs-médiathèques mettent en relief un éditeur pendant un mois, donc pendant le mois de mars, avec quelquefois des dates beaucoup plus ponctuelles sur des événementiels. Une initiative prise par l'Association des éditeurs et l'Association des libraires indépendants. Mais quels sont les objectifs de ce festival ? De rendre perceptible cette nouvelle alliance qu'il y avait entre les éditeurs et les libraires indépendants sur le territoire. Donc les libraires, l'association des libraires indépendants, Libraire a répondu présent, et c'est comme ça que on réussit à créer ces tandems qui s'expriment sur tout le territoire. L'objectif principal, c'est la visibilité des éditeurs sur un territoire proche de l'endroit où les livres ont été créés eux-mêmes. C'est-à-dire que on est un peu dans l'idée du circuit court, l'idée de représenter au public proche ce qui est créé près de chez eux et qu'ils ne connaissent pas finalement. La plupart du temps, on ne fait pas attention à l'origine des livres. Un lien entre éditeurs et libraires de la région, mis en valeur par de nombreux événements organisés durant tout le mois de mars, à l'image de la librairie lilloise Dialogue Théâtre qui organise une rencontre musicale entre éditeurs et lecteurs. C'est vraiment ça, c'est l'opportunité d'avoir un support de communication, de faire un événement collectif, parce qu'on est quand même assez nombreux au fur et à mesure du temps. Au début, on était peu nombreux à participer, puis les années ont passé et l'enthousiasme a pris. Et ce qui fait que maintenant, on fait vraiment partie d'une grosse équipe entre libraires, éditeurs et médiathèques. Et donc ça, c'est hyper enrichissant et on croit beaucoup au collectif dans la région. Entre le monde du livre est très soudé et très lié. Et donc c'est hyper enthousiasmant en fait de faire partie d'un événement global en fait. On est une team quoi. En clair, ce festival permet de découvrir les livres par d'autres moyens que la lecture, mais aussi de mettre en valeur la diversité littéraire des Hauts-de-France, une façon de créer et d'entretenir le lien entre le public et les éditeurs. Si vous regardez le paysage éditorial des Hauts-de-France, vous trouvez tout, de la littérature, de l'histoire, du sport, de la poésie, de la photographie, etc., etc. Donc tout est proposé justement, c'est ça l'intérêt. L'important, je pense, de Haut les Livres, c'est de dire aux lecteurs, au public, vous avez des éditeurs près de chez vous. Si vous avez des choses qui vous intéressent ou des questions à leur poser, c'est le moment, il faut y aller, quoi. La littérature des Hauts-de-France a encore beaucoup d'avenir devant elle et continuera de vivre par le biais d'événements comme Haut les Livres.
Valentin est avec nous sur le plateau pour nous parler du festival Haut les Livres. Bonjour Valentin. Bonjour. Alors, quel est le but réel de ce festival? Alors oui, il faut savoir que Haut les Livres existe déjà depuis 2013 maintenant et il se déroule dans 22 villes et il met en relation un éditeur et un libraire. Alors le but de l'événement, c'est se rencontrer entre professionnels et se faire connaître du grand public. Très bien. Et au final, pourquoi est-ce que la région Hauts-de-France est une région très littéraire? Est-ce que les gens aiment lire dans le Nord? Exactement, parce qu'il faut savoir que dans la région, il y a entre 500 et 600 livres édités. D'ailleurs, le président de l'association des éditeurs des Hauts-de-France, Éric Lebrun, qu'on a d'ailleurs vu dans le reportage, a pour volonté de faire connaître cette création éditoriale auprès des médiathèques. Et est-ce que justement il prévoit d'autres événements pour faire en sorte de faire connaître un peu plus le livre? Parce qu'on le lit de moins en moins, mine de rien, et c'est quand même important de faire connaître le livre. Alors oui, exactement. Tout au long du mois de mars, plusieurs événements sont proposés, comme un atelier poésie, notamment pour les plus jeunes, pour les enfants de 7 à 12 ans. D'ailleurs, l'an dernier, par exemple, c'est à Roubaix. Il y avait une soirée lecture en pyjama avec un coloriage participatif. Pour en revenir au festival, on peut voir plusieurs expositions également, entre autres celle des éditions Leitmotiv dans le hall de l'hôpital Claude Hurier à Lille. Les visiteurs pourront découvrir des portraits dédicacés par Richard Baron. Et puis on peut parler également d'apéritifs littéraires qui se déroulent à Amiens. En tout cas, Haut les Livres, c'est jusqu'au 1er avril. Très bien, merci beaucoup Valentin d'avoir répondu à nos questions. Et c'est déjà la fin de ce Master Mag. On se retrouve donc dans 2 semaines pour le prochain. Bonne journée.